BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. Et on commence notre émission avec Dominique Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de Schneider Electric France. Dans quel état vous sortez de cette phase de confinement? Vous êtes déconfiné depuis une bonne semaine. Maintenant, vous êtes dans quel état global, vous et vos équipes RH? Actif, résolu, engagé, parce que c'est une phase qui est importante à gérer là, actuellement, cette phase de ce qu'on appelle nous le déconfinement progressif. Et les équipes RH et moi-même, je dirais qu'on est un peu fatigués quand même, faut le dire, parce qu'on a été pas mal sur le pont. Mais je dirais qu'en numéro 1, on est surtout très actifs en ce moment, toujours. Avant le confinement, sur le télétravail, vous étiez dans quel état? Vous étiez habitué? Vous y avez déjà pas mal de... Très préparé, très préparé. On avait signé un accord d'entreprise groupe, c'est-à-dire s'appliquant à l'ensemble des entités de Schneider Electric en France. On avait signé un accord d'entreprise groupe sur le télétravail en 2018. Alors vous allez me dire, ça fait que 2 ans, mais en fait, cet accord groupe, il venait un petit peu régulariser ou officialiser une pratique qui était un peu une pratique officieuse dans l'entreprise. Tout le monde faisait un peu du télétravail. Donc à un moment, on a dit stop, on se pose, on négocie avec les organisations syndicales, donc dans le cadre d'une démarche qui est plus large chez nous, qui s'appelle qualité de vie au travail. Donc le télétravail était un des piliers de cette politique de qualité de vie au travail. Donc on a signé ça en 2018. Ça a eu un fort succès, donc l'entreprise est rentrée dans le télétravail de façon assez importante. Quelques chiffres, Schneider Electric en France, c'est 15 000 collaborateurs, dont une grande partie qui travaillent dans les usines, donc des opérateurs de fabrication et des fonctions support à la fabrication, on va dire 5 000 collaborateurs. Donc sur les 10 000 restants qui étaient notre population éligible au télétravail, on avait au dernier recensement à peu près 4 000 personnes qui étaient en situation de télétravail. Donc on est rentré quand le confinement a été annoncé par le président Macron le 16 mars dernier, l'entreprise elle est rentrée, j'irais très facilement dans le télétravail et sans heurts. Pas de rupture de production, pas de difficultés, difficultés personnelles, mais ça c'est encore un autre sujet. Alors rupture de production... Vous en termes techniques, vraiment, pas de problème. Non, on a passé, je me souviens d'échanges de mails avec notre directeur informatique Europe, on a passé les capacités VPN à 30 000, donc pour avoir vraiment les bons tuyaux. VPN, c'est le réseau interne. Voilà, maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Personne ne savait ce que c'était avant. Donc on a autorisé, donc c'est pas on a autorisé, on a démultiplié le nombre de nos accès pour que effectivement le système informatique, les réseaux puissent soutenir autant de télétravailleurs venant télétravailler sur un plan européen. Donc on est rentré dedans très facilement. On a eu très peu de personnes à devoir rééquiper d'ordinateurs portables parce que tous l'étaient quasiment. Donc on a eu quelques demandes, mais tout ça s'est passé, mais ça a été vraiment très facile, quoi. Mais vous étiez quoi, 1 jour, 2 jours par semaine? 2 jours. Alors notre accord prévoyait 2 jours par semaine, donc la possibilité pour un collaborateur 2 jours par semaine de télétravailler. La moyenne était à peu près à 1,7, une fois qu'on moyennait l'ensemble des journées télétravaillées. Donc le fait de passer à 5 jours, ça a été absorbé assez facilement par l'entreprise. Il y a quelque chose qui est très frappant pour un indicateur de cela, c'est que les gens qui font la paye, on pourrait dire, mais la paye, c'est des gros systèmes, ils ont des stations fixes, ils ne vont pas pouvoir faire la paye de chez eux. Nos payeurs, à qui je rends un hommage, parce qu'ils ont beaucoup bossé pendant cette période-là, eh bien, nos payeurs, ils se sont mis à faire la paye depuis chez eux. Et on n'a pas eu besoin de les équiper d'ordinateurs portables, parce qu'ils en avaient depuis quasiment la signature de cet accord de télétravail. Alors justement, vous dites ceux qui sont dans la paye, ils ont beaucoup travaillé, ils vont continuer à beaucoup travailler, ce qui veut dire que globalement, dans la population de ceux qui ont été sursollicités pendant cette crise, mais en fait, ce sont les mêmes que ceux qui vont continuer. Comment on gère cet ensemble de population dans une entreprise, entre ceux qui étaient en chômage partiel, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui ont été très sollicités et pas? Comment on arrive à les faire travailler ensemble et leur dire on est tous dans le même bain? Alors, vous avez raison, il y a eu, je pense, des disparités. Vous interrogeriez, parce que c'est humain, vous interrogez quelqu'un, il vous dira, moi j'ai beaucoup travaillé. Et je pense que tout le monde a beaucoup travaillé. Pour autant, il y a eu des différences. Il y a vraiment des services, et j'en ai quelques-uns à l'esprit, qui ont véritablement été amenés à travailler probablement plus que d'habitude. On parlait des services RH, des services de la paye, probablement les services de la trésorerie. Donc il y a eu un ensemble. La médecine autonome du travail, extrêmement sollicité dans cette période-là. Vous imaginez bien, nous on a nos propres médecins, on a nos propres infirmiers, nos propres infirmières, donc ils ont été énormément sollicités. Donc tout ça, ça participe d'un collectif. Moi, je sais que c'est très à la mode en ce moment, on en entend beaucoup parler entre les premières lignes et puis les gens du back-office. Moi, je pense qu'une entreprise, ça réussit quand tout le monde travaille bien ensemble. Est-ce que cette crise
a démontré, c'est que je trouve ça a renforcé pour moi les collectifs, aussi bizarre que ça puisse paraître, plus de télétravail, mais je trouve un renforcement des collectifs de travail. Parce que finalement, étant amené à travailler sur des sujets nouveaux, une crise, ça amène toujours des sujets nouveaux. Et les gens, les collaborateurs se sont mis finalement à définir des nouveaux types de façon de travailler, ça c'est clair, mais aussi on travaillait davantage ensemble et se sont mis à travailler avec des personnes avec lesquelles ils n'avaient pas l'habitude de travailler avant. Moi-même, j'étais amené à travailler avec des personnes avec lesquelles je travaillais peu par le passé. Donc, est-ce que ça prouve aussi que le télétravail, c'est pas qu'un truc de riche, parce que c'était aussi un avantage dans ton contrat, tu as 2 jours de télétravail, tu es un cadre sup, c'est pas comme la voiture de fonction, mais c'était presque ça quand même, dans beaucoup d'entreprise. Là, tout le monde peut télétravailler, tout le monde a égalité. Tout le monde pouvait déjà télétravailler chez nous. C'était pas qu'un truc de cadre sup. C'était pas certainement pas. C'était pas un truc de cadre sup. C'était vraiment quelque chose qui concernait l'ensemble des collaborateurs, dès lors que leur travail était télétravaillable. Parce que je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a des fonctions, il y a des jobs qui ne sont pas télétravaillables. Un opérateur de production, et nous, on a eu la chance de pouvoir faire tourner l'ensemble de nos usines. Une fois passé vraiment l'entrée dans le confinement, il y a eu un petit temps de crise, mais qui était normal, il fallait que l'entreprise s'ajuste. Après, l'ensemble de nos usines en France et dans le monde ont continué à fonctionner, ce qui a été un challenge remarquable. Ces gens-là, ils ne peuvent pas télétravailler. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qu'il faut gérer. Mais sur l'ensemble des télétravailleurs, ce n'était pas réservé à une catégorie. Parce que moi, je vous parle des assistantes. Est-ce que l'assistante, elle peut télétravailler ou elle peut télétravailler et elle télétravaillait déjà hier. Hier, on avait des assistantes qui télétravaillaient. Oui. Vous êtes très lié avec la Chine. Le patron de Schneider, je crois, est à Hong Kong. Il est basé à Hong Kong, Jean-Pascal Tricoire, oui. Est-ce que justement, ça a été une alerte en avance, ça vous a permis de mieux anticiper ou pas? Ça nous a aidés, clairement. Schneider Electric, si on le fait simple en termes de répartition des effectifs, c'est 1/3 des effectifs sur le continent américain, 1/3 des effectifs en Europe, Middle East et 1/3 des effectifs en Asie. On a développé ce qu'on appelle une stratégie multi-hub qui est extrêmement importante. Donc on a 1/3 du comité exécutif, qui est basé en Asie, essentiellement à Hong Kong. Notre président, Jean-Pascal Tricoire, a élu domicile professionnel à Hong Kong depuis 2011, je crois, de mémoire. Donc on était effectivement habitué à ça et on a pu se servir de cette expérience. La crise a démarré en Chine. La Chine a été le premier pays à rentrer. Mais il vous dit, attention, je peux vous donner des exemples. Ouais. Jean-Pascal Tricoire pense, et il a raison, je crois, sur les prises de température à l'entrée de nos bâtiments. Vous savez que c'est un sujet qui a été extrêmement débattu, qu'il est toujours. D'ailleurs, ce matin, en arrivant, j'ai vu qu'on m'a pris la température. Absolument, ici, on prend la température. Et ça ne m'a pas gêné. Je n'ai pas trouvé que c'était une atteinte à ma dignité. Donc ça a été un sujet qui, en France, a été très débattu. On a eu beaucoup de discussions avec Jean-Pascal là-dessus. Il nous a dit, moi je vous recommande, il m'a dit, moi je te recommande, Dominique. Un jour il m'a appelé, il m'a dit, écoute, je te recommande de mettre ça en place. On l'a mis en place parce qu'effectivement on s'est servi de leur expérience et même quand la Chine est sortie de cette phase de confinement, on a beaucoup échangé avec nos collègues chinois et le patron de la Chine, qui est évidemment un Chinois, a beaucoup partagé avec ses collègues du comité exécutif pour dire voilà comment nous on a traversé la crise et surtout comment on en est ressorti, les lessons learned. Et ça c'est extrêmement important, le retour d'expérience. Bon alors comment vous avez traversé la crise à titre personnel? On va faire le petit quiz de la reprise avec votre équipe. Est-ce que vous êtes plutôt Zoom ou Microsoft Teams? Microsoft Teams. Personne n'utilise Google Sheet. Non, enfin nous on était Skype. Pendant la crise, on a quasiment basculé à 100% sur Teams. En conf call, vous êtes plutôt avec ou sans caméra? Ça dépend. Ça dépend des calls et ça dépend de comment est organisé mon laptop. En télétravail, vous êtes plutôt pyjama ou tenue de travail? Vous demanderiez à mes équipes, ils vous diraient plutôt avec son chien. Ah, très bien. Oui, c'est à la mode de montrer qu'on a une vie privée. Ouais, moi, je la montrais pas, elle s'entendait, ma vie privée. En tant que manager, vous êtes plutôt contrôle fric ou contrôle light? Alors là, j'attends le manager qui va me dire qu'il est contrôle fric. Non, moi je lis, c'est presque même un problème. Je suis très contrôle light. Pourquoi? Parce que je considère, et cette crise-là, elle a montré ça, la confiance, c'est essentiel. Moi, je bâtis une équipe autour de moi de personnes dont j'ai confiance parce qu'ils sont compétents et ce sont des bons collaborateurs et ce sont des bons camarades, ce que j'appelle, des gens qui travaillent bien ensemble. Et à partir du moment où je considère que j'ai la réunion de la compétence et du bon état d'esprit, le contrôle, il s'affaiblit, il se restreint. La délégation, ça implique du contrôle, un peu de contrôle. Moi, je suis vraiment pour la délégation et l'empowerment, c'est-à-dire vraiment donner les moyens aux collaborateurs de réussir. Et dans vos recrutements, vous êtes plutôt robot ou chasseur de tête?
Les deux, mon capitaine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, il faut savoir, c'est une stratégie où il faut mélanger les deux. C'est-à-dire à la fois se servir de tout ce que l'intelligence et le digital, l'intelligence artificielle et le digital permet de mettre en œuvre. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'au milieu de cette crise-là, on a lancé, c'était prévu, donc on ne l'a pas différé, on a lancé une plateforme qui se sert de l'intelligence artificielle pour aller chercher des talents dans l'entreprise, ceux qu'on n'aurait pas vus par rapport à des emplois qui sont postés. Et donc, c'est une sorte de robot qui va aller sur des collaborateurs qui sont volontaires pour participer à cette expérience-là. Là où l'œil humain n'a pas été assez voilà, bon, l'œil ou la fonction RH, au fond, elle a été défaillante. Il y a des gens qu'elle n'a pas vus. Et là, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Open Talent Market, on travaille avec une start-up israélienne là-dessus, et qui donc, vous, si à la rigueur, vous dites « je veux participer à cette expérience », vous mettez votre profil en ligne, c'est un profil LinkedIn, par exemple, et dès lors qu'il y a des emplois qui sont postés dans l'entreprise, ce robot-là, sur des algorithmes, il vous dit « tiens, cette personne-là, elle est peut-être un bon profil pour ce job-là. » Est-ce que le talent de demain chez vous, c'est celui qui est autonome, celui qui sait travailler vraiment tout seul et qui n'a pas besoin d'un contrôle fric? Oui, il l'est déjà chez nous. Je crois que la différence, elle n'est pas là. Je crois que pour moi, le talent de demain, c'est dans cette période qu'on va vivre, qui est une période qui va être compliquée. Moi, je ne suis pas pessimiste forcément, extrêmement pessimiste forcément par rapport à la période, mais je pense que c'est un talent qui va avoir de l'impact. Je crois beaucoup à cette notion-là. C'est quelqu'un qui va impacter. C'est-à-dire, c'est un leader. C'est un leader. Il va être en charge d'un sujet et le sujet, on va lui confier un temps 1, temps 2, c'est-à-dire un espace-temps après. Le sujet va avoir changé. Il va avoir généré de la performance, du résultat. Il va changer la donne. Moi, je crois beaucoup à cette notion d'impact. Et dans l'époque dans laquelle, et on l'a vu d'ailleurs dans cette crise-là, on a vu il y a des managers qui se sont révélés. Pourquoi? Parce que ce sont des managers qui ont eu vraiment de l'impact, qui ont pris des sujets et qui ont impacté le réel. Merci beaucoup, Dominique Laurent. Vous êtes le DRH de Schneider Electric France. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.